parler un petit peu de questions liées à l'écologie, à l'environnement, à la crise écologique. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails sur tous les aspects, hein. C'est une intervention unique, relativement courte. Donc je vais vous donner quelques éclairages qui sont liés à ce que je fais à l'université. Donc c'est des parties de diapos que j'utilise aussi pour mes étudiants autour de cette question. Alors j'ai mis des réponses à la crise écologique pour montrer qu'on n'est pas dans quelque chose qui soit simple, ni dans la construction du problème, ni dans la construction des solutions. Et donc on a des points de vue qui peuvent être différents en fonction des acteurs qui sont à l'œuvre, en fonction des époques aussi, par exemple. Et donc on est dans quelque chose qui n'est finalement pas simple, hein, et qui est assez variable, encore une fois, selon les acteurs, selon les représentations. Donc on est parti, on est ensemble pour à peu près 2 heures. J'ai une présentation, mais vous pouvez intervenir à tout moment. Hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'interrompre, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors je vais commencer par d'abord parler un petit peu, on me l'a demandé, parler un petit peu de mon métier, de ce que je suis à l'université. Donc je suis enseignant-chercheur, je vais essayer de faire fonctionner des choses en même temps. Donc enseignant-chercheur en sociologie rurale et de l'environnement à l'université de Strasbourg. Alors c'est le titre de mon poste. Hein, il y a des postes qui sont dédiés à l'université à des thématiques particulières. Je suis donc sociologue, c'est-à-dire que je m'intéresse, vous le savez, j'imagine, hein, je m'intéresse au fonctionnement de la société, à la manière dont s'organise notre société humaine, à la manière dont interagissent les différentes composantes de cette société. Et comme la société, c'est quelque chose de très très complexe, on a fini, au fil du temps, en sociologie, à se spécialiser sur des thématiques particulières. Et donc, comme dans la société, vous avez plein de champs, vous avez plein de thématiques qui sont traitées, qui existent, eh bien, la sociologie, elle suit un petit peu l'évolution de la société et elle se spécialise. Donc, il y a de la sociologie du travail, il y a de la sociologie de la famille, il y a de la sociologie des religions, et il y a de la sociologie rurale, la sociologie de l'environnement, et donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors, enseignant-chercheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre métier, on combine 2 choses qui sont d'une part l'enseignement et d'autre part la recherche. Et donc en principe, sur nos postes, quand on est à l'université, quand on est enseignant-chercheur, on fait à peu près une moitié de temps qui est consacré à l'enseignement, une moitié de temps qui est consacré à la recherche. Alors dans la pratique, ça varie hein, selon les personnes, selon les programmes, etc. Mais on est à peu près dans ce registre-là. Et l'enseignement, en ce qui me concerne, je le fais au sein de la faculté des sciences sociales, qui est une des composantes de l'université de Strasbourg. Il y en a une trentaine, je crois, à peu près. Donc, ils sont spécialisés dans différentes disciplines au sein de l'université. Moi, je suis sociologue, donc je me retrouve à la faculté des sciences sociales. Et à l'intérieur de cette faculté des sciences sociales, il y a une sous-composante particulière qui s'appelle l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional et qui s'intéresse à tout ce qui tourne autour de la question, en gros, de la ville, du fonctionnement de la ville, de la construction de la ville, en rapport avec les questions aujourd'hui, les questions d'environnement. Et donc cet Institut d'urbanisme et d'aménagement régional propose une série de diplômes qui tournent autour de ces questions de ville, de développement durable, d'environnement, etc. Et, oui, j'ai marqué en parenthèse, il n'y a pas de programme à l'université. Alors bien entendu, on se met d'accord entre collègues sur le contenu des enseignements, mais ensuite, chaque enseignant fait ce sur quoi il travaille hein, et essaye de faire en sorte que, collectivement, ça conduise à une formation des étudiants sur le thème en question, mais ce n'est pas le ministère qui nous dit vous devez faire cette année, vous devez faire ça ou ça, hein, ce sont les enseignants-chercheurs qui élaborent le contenu de leurs enseignements en fonction de leur objet de recherche, par exemple, des domaines sur lesquels ils se sentent à l'aise, et aussi des domaines, évidemment, qui nous paraissent importants pour les étudiants. Et donc, on va avoir, alors c'est en particulier vrai en sociologie, je pense qu'on vous en a déjà parlé, hein, où la sociologie, ce sont des regards sur le monde qui sont assez variables selon les écoles de sociologie, selon les auteurs, etc. Et donc, en sociologie, on va aussi avoir, par exemple, même sur une même thématique,
on peut avoir des enseignants-chercheurs qui vont donner des éclairages particuliers, quelquefois un petit peu contradictoires, et donc c'est à l'étudiant aussi de prendre ce qui l'intéresse et de se rendre compte que, j'arrive tout de suite, de se rendre compte que eh bien, la réalité elle est suffisamment complexe pour qu'on puisse l'éclairer avec des points de vue qui peuvent être différents, mais qui donnent à chaque fois des réponses sur certains éléments de cette réalité. Oui. Entre parenthèses, avec pas de programme, ça va vous enseigner ce que vous voulez. En lien avec les autres collègues et pour que ça fasse quand même un enseignement cohérent. Donc on ne fait pas complètement ce qu'on veut, bien entendu. Mais, et les diplômes, ce sont des diplômes nationaux qui sont validés par le ministère. Et donc tous les 4 ans, on propose une maquette qui est validée ou non par le ministère. Mais à l'intérieur de cette maquette, qui doit être cohérente, on a une certaine liberté d'enseignement au sein de la faculté. Mais évidemment, chacun ne fait pas exactement ce qu'il veut, sinon ça serait probablement la voie. Mais il faut que ça se fasse quand même cohérent. Et puis, il y a la partie recherche. Et en ce qui me concerne, je suis rattaché à ce qu'on appelle un laboratoire, puisqu'il s'agit de faire de la recherche, qui s'appelle SAGE, donc Société Acteurs Gouvernement en Europe. Alors, laboratoire, ça vous fait peut-être penser à ça. Eh bien, un laboratoire en sciences sociales, c'est pas exactement ça. Donc, mon laboratoire, il ressemble pas à ça. C'est pas des éprouvettes, c'est pas des paillasses, mais c'est des réunions avec des collègues où on travaille ensemble sur des programmes collectifs, communs. Et puis, le travail du sociologue, ça vous le savez déjà, c'est beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Ce sont des entretiens qu'on fait avec des personnes. Alors, il y a en gros deux catégories de sociologie. Une sociologie plutôt quantitative, où on va chercher à faire ressortir des tendances générales sur des grands nombres. Et donc là, on va mobiliser beaucoup les statistiques, alors qui, elles aussi, vont être récoltées sur la base de questionnaires d'enquête, etc., mais à très grande échelle. Ou alors, on a une sociologie qui est plutôt qualitative, où on va plutôt s'intéresser aux motivations, aux représentations qui sont portées par les personnes, par les individus. Et ça, on va les mettre en évidence à travers des entretiens interpersonnels comme ça, à 2 personnes, où on fait parler les personnes. On peut leur faire raconter leur vie, on peut les faire parler autour d'une grille d'entretien qu'on a préétablie et qui s'appelle un entretien semi-directif. On va essayer de mener l'entretien autour d'une thématique donnée, mais de faire comprendre, de faire ressortir les motivations des personnes. Et puis, on n'a pas beaucoup d'outils, à la différence des autres des sciences dites dures. On n'a pas besoin de beaucoup d'outils en sciences sociales, ça ne coûte pas très cher la recherche en sciences sociales, on a besoin de notre cerveau, on a besoin d'ordinateurs, notamment quand on traite des statistiques, et on a besoin d'un dictaphone, c'est-à-dire qui enregistre les conversations des personnes, et ces conversations, on les retranscrit après, alors en l'occurrence sur ordinateur, pour être sûr de ne rien oublier de ce qui a été dit. Voilà en gros le travail. J'ai juste encore quelques éléments sur les thématiques qui me concernent. Alors évidemment, ça varie d'une personne à l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rural. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'évolution de l'agriculture dans le monde rural. Et j'ai d'ailleurs fait ma thèse en partie sur la question de l'agriculture et de l'environnement. Donc l'évolution du monde agricole, ça change, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une évolution extrêmement rapide, ce qui s'est passé dans le monde agricole en Europe et en France en particulier depuis les années 50-60, puisqu'on est passé d'une population agricole qui représentait, à la sortie de la guerre, c'était 30% des actifs, c'était des agriculteurs, des paysans. Aujourd'hui, la part de la population agricole parmi les actifs en France, elle est à moins de 2%. Donc il y a eu un changement extrêmement important. Et donc tout ça, ça a des conséquences très très fortes sur les pratiques de l'agriculture, sur le rapport entre l'agriculture, les agriculteurs et le reste de la société, etc. Et puis aussi sur l'évolution de l'espace rural en tant que tel, c'est-à-dire cet espace qui est en dehors des villes. Alors c'est compliqué à définir l'espace rural, mais là encore, on a aujourd'hui des pratiques, des modes de vie qui sont très très différents, qui ont beaucoup changé au cours des dernières dizaines d'années. Donc ça m'intéresse, comprendre un petit peu comment fonctionne l'espace rural et l'agriculture en particulier dans cet espace rural. Et puis le rapport à la nature, évidemment, ça m'intéresse aussi. Et quand on parle de rapport à la nature, ça contient la manière dont notre société, principalement notre société occidentale, interagit avec ce qu'on peut appeler la nature. Et ça, ce sont des choses qui sont
extrêmement complexes, beaucoup plus complexes qu'elles en ont l'air. Quand je vous dis le mot nature, je suis sûr que si je vous dis nature, il va se former dans vos têtes des images, des représentations qui sont probablement assez différentes d'une personne à l'autre. Et donc cette question de ce que c'est que la nature, c'est pas simple du tout à appréhender. On a l'impression de savoir, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Donc ça m'intéresse, savoir un petit peu comment notre société interagit avec la nature. Et là, il y a un élément qui, personnellement, me semble très important et relativement problématique, c'est quand on regarde ce que représente la nature concrète dans nos modes de vie quotidiens, aujourd'hui. Et là-dessus, il y a des études qui sont faites assez régulièrement. Alors, il y en a notamment une en Allemagne qui est faite maintenant depuis une quarantaine d'années, où tous les 2-3 ans, des enquêteurs vont faire des entretiens avec des enfants, des élèves de primaire, et les interrogent sur leur relation à la nature, sur comment ils fréquentent la nature, ce qu'ils font dans la nature. Et ce que montrent ces études, c'est qu'au fil du temps, la nature concrète, c'est-à-dire celle avec laquelle on interagit concrètement, qu'on touche, qu'on manipule, la nature concrète, elle représente de moins en moins dans le quotidien, dans les horizons d'expérience des enfants. De moins en moins. C'est-à-dire que les enfants sont de moins en moins en contact avec une nature concrète. Et à l'inverse, ce qui apparaît depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que la nature qui intéresse, c'est celle qu'on regarde sur le smartphone. Et cette nature-là, elle est plus intéressante, elle est plus attrayante que la nature réelle. Pourquoi? Parce que sur le smartphone, vous avez envie de voir un chevreuil ou un rouge-gorge, vous tapez chevreuil ou rouge-gorge, vous voyez. Quand vous sortez dans la nature, alors surtout quand il y a l'agriculture intensive qui est la tour ratiboisée, vous n'êtes pas sûr de voir une espèce. Et donc cette nature, et notamment parce qu'on est dans un mode de vie aujourd'hui où on veut tout de suite, et où la technique nous met à disposition plein d'artefacts en permanence, on a cette envie d'une certaine façon de vivre avec la nature comme on vit dans les artefacts techniques, c'est-à-dire je veux tout de suite. Et la nature, c'est justement pas ça. La nature, c'est quelque chose qui a ses propres dynamiques, on n'a pas grand-chose à voir avec les dynamiques humaines. Et donc c'est une entité qui devient très distante dans nos modes de vie quotidiens. Et ça a des incidences sur la manière dont nous nous représentons cette nature, dont nous concevons aussi, dont nous percevons les effets de nos modes de vie sur cette nature. On peut vivre aujourd'hui dans des environnements qui sont extrêmement dégradés. Ça n'a pas d'incidence très importante sur notre fonctionnement. On continue à manger, on continue à se nourrir, on continue à se vêtir, on continue à faire des tas de choses. Tout simplement parce que les ressources que nous tirons de la nature, la plupart du temps aujourd'hui, compte tenu du monde globalisé dans lequel nous vivons, ces ressources, elles viennent d'endroits qui peuvent être très lointains et que nous ne connaissons pas. Et donc nos modes de vie, qui sont très prédateurs, si on veut, sur les ressources naturelles, mais ces modes de vie ne nous donnent pas conscience concrètement de cette prédation sur les ressources naturelles, parce qu'il y a toute une chaîne d'acteurs qui interfèrent entre ce que nous consommons, nous, ici, et ce qui est prélevé dans la nature, ailleurs, dans des conditions que la plupart du temps, nous ne connaissons pas. Et donc ça, c'est des choses qui m'interpellent et qui m'intéressent et sur lesquelles j'essaie de travailler, mais je fais aussi des choses plus proches. Ici, c'est juste une image, alors je ne sais pas si vous voyez exactement ce que c'est un champ de maïs en l'occurrence. Vous allez me dire que j'aime le maïs, non, vous vous rendrez compte que ce n'est pas tellement le cas. Et là-dedans, il y a des cygnes et puis il y a des oies qui sont en vol. Alors ça, pour signifier que une des recherches que j'ai faites récemment concerne la manière dont les agriculteurs, en l'occurrence c'est des agriculteurs bio, interagissent avec les animaux sauvages. Donc, je me suis posé cette question, de dire, qu'est-ce que les agriculteurs bio, a priori, c'est des agriculteurs qui sont proches de la nature, donc ça m'intéressait de savoir, et les animaux sauvages, qui pour certains peuvent être bénéfiques pour l'agriculture, mais pour d'autres peuvent être plutôt néfastes pour la production. Quand vous avez un troupeau de sangliers qui vous ravage vos poireaux, vous n'êtes pas très content. Et donc je me suis demandé comment les agriculteurs bio interagissaient avec ces animaux sauvages. Donc pour faire ça, j'ai constitué un échantillon d'agriculteurs bio, et je suis allé les voir, je leur ai posé des questions, etc. Et ce qui ressort, c'est que, au global, il y a une interaction qui est plutôt bienveillante avec ces animaux, donc ils font plutôt attention à pas tout ratiboiser, mais ça reste quand même une distinction entre animaux utiles, animaux nuisibles, parce que les agriculteurs sont concrètement dans une interaction avec la nature, et donc il faut bien qu'ils sélectionnent les éléments de la nature qui leur paraissent plus intéressants que d'autres. Voilà, un exemple. Un autre exemple, je ne vais pas m'étendre là-dessus,
ça, c'est une image qui symbolise la nature en ville. C'est un enjeu important aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi l'actualité à Strasbourg, depuis les dernières élections municipales, un plan de remise de la nature en ville. Donc ça aussi, c'est des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire comment se reconstruit la relation à la nature en ville, donc dans un milieu qui est a priori très très marqué par la société humaine. Quand on pense ville, on ne pense pas forcément nature. Pourtant, la nature est présente dans la ville, alors, quelquefois plus d'ailleurs qu'à la campagne. Dans les pavillons que vous retrouvez dans les faubourgs de la ville, ou même dans certains éléments plus centraux de la ville, vous avez plus de nature, vous avez plus de biodiversité que dans les champs de maïs qui sont en périphérie de la ville. Donc la question de la nature en ville, elle est intéressante, et de voir aussi, et on a conduit plusieurs enquêtes avec les étudiants, sur la manière dont les habitants de la ville perçoivent la nature. C'est quoi la nature pour les habitants de la ville? C'est quoi les arbres? C'est quoi les animaux? Est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas? Ça les intéresse? Ça les intéresse pas? Et ce qui ressort, c'est que c'est intéressant, ça. Ce besoin de nature, il est extrêmement présent, de façon constante. Et on a fait tout récemment une enquête sur la manière dont les habitants du quartier de la Méno à Strasbourg ont vécu le confinement, celui du mois de mars au mois de mai. Et ce qui ressort très fortement, c'est le besoin de nature. Ce qui a beaucoup manqué aux gens, c'est pas la seule chose, mais ce qui a beaucoup manqué aux gens, c'est le contact avec la nature. Notamment dans les quartiers comme la Canardière par exemple, où la nature de proximité n'existe quasiment pas. Et donc ça, c'est ressorti très très systématiquement. Et donc ce besoin de nature existe. Donc la question de la nature en ville, c'est une question qui est très intéressante à plein de points de vue, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet principal. Et donc ça donne, pour terminer là-dessus, ça donne des articles scientifiques qui sont publiés, alors, soit dans des ouvrages, soit dans des revues, etc. Voilà quelques références, mais ce n'est pas très important. Et encore un mot sur... Alors on ne va pas rentrer dans le détail, ce schéma, c'est un peu compliqué, mais c'est simplement pour vous rendre attentif au fait qu'en sociologie, vous avez déjà dit que la société c'est quelque chose de complexe, donc la sociologie elle est éclatée dans des tas de domaines différents, mais quand on s'intéresse à la sociologie de l'environnement, oui. Oui, on va y arriver tout de suite après, je vais quand même un petit peu préciser. Donc, quand on s'intéresse à la sociologie de l'environnement, forcément, on est dans quelque chose qui est à la frontière entre la société humaine et ce qu'on appelle la nature. Notamment dans notre pensée occidentale, où on a appris à séparer société, culture d'un côté, nature de l'autre. Ici, c'est une représentation qui est issue d'un travail d'une sociologue autrichienne qui s'appelle Marina Fischer-Kowalski, qui a essayé d'imaginer une façon de se représenter les interactions entre la société et la nature, en partant de ces deux entités, qu'on va considérer de façon séparée dans un premier temps. Donc, nature d'un côté ici, société de l'autre. Et, sans complètement rentrer dans tout le détail, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a ici un ensemble qu'on appelle la nature, voilà, qui fonctionne selon ses propres dynamiques, selon ses propres règles, entre guillemets. Et ici, on a un ensemble qu'on appelle la société, qui fonctionne, elle aussi, selon ses propres logiques, selon ses propres dynamiques. Voilà. Et entre les deux, on a un espace commun, donc un monde hybride, dans lequel les éléments qui sont là, ils fonctionnent à la fois selon la logique ici de la nature et selon la logique de la société, pour faire vite. Et ces éléments qui sont là-dedans, c'est d'abord nous, des êtres humains. Mon corps, il est lié à ce qui se passe ici, dans la nature. Mon corps fait partie de la nature. C'est-à-dire que je nais, je vis, je meurs. Ça, c'est la nature qui le détermine, sauf si je décide de me suicider. Mais mon corps, je suis obligé de manger parce que mon corps fait partie de la nature, c'est un élément organique, et je dois le faire, sinon je disparais. Mais évidemment, mon corps, la façon de m'habiller, la façon de me tenir, ce que je mange, ce que j'aime manger, ce que je n'aime pas manger, ça, ce sont des choses qui sont liées au côté culturel, social. Et ça dépend de la société dans laquelle je suis, ça dépend de l'époque à laquelle je vis, etc. Donc, nous sommes des êtres hybrides, nous ne sommes pas des êtres de pure culture, nous ne sommes pas non plus des êtres de pure nature, nous sommes des êtres hybrides, qui procédons à la fois de la nature et de la culture. On a quelquefois tendance à l'oublier, que nous sommes des êtres de nature. Et c'est la même chose, c'est intéressant pour les espèces domestiques, c'est-à-dire les vaches, les cochons, le blé, le maïs, etc.
ce sont aussi des êtres hybrides, c'est-à-dire qui poussent, qui produisent des graines, ou qui produisent des petits, ou qui font du lait, qui produisent du lait. Ça, c'est leur côté nature. Mais la manière dont ils le produisent, quand ils le produisent, dans quelles conditions, ça, c'est le côté culture. Et ce qui est intéressant, et on peut étendre cette question des espèces domestiques aux paysages autour de nous. Les paysages autour de nous aujourd'hui sont évidemment déterminés par ça, c'est-à-dire qu'ils ne poussent pas n'importe quoi. Vous n'allez pas trouver facilement ici des plantes qu'on va retrouver dans la frange tropicale parce qu'elles ne sont pas adaptées aux conditions climatiques ici. Alors avec le changement climatique, il y a des choses qui vont bouger, mais voilà. Mais en même temps, ces paysages sont liés à ce que la société décide d'en faire. S'il y a un endroit, il y a de la forêt ou il n'y a pas de forêt, ça ce sont des choix qui sont liés à la société. Et pour que ces espaces restent et que ces espèces restent dans l'état dans lequel elles sont, ça nécessite une intervention permanente de la société. Et ce que dit par exemple Marine Fischer-Kowalski, c'est que quand la société humaine a commencé à domestiquer la nature, elle a aussi inventé le travail. Et le travail, c'est cette énergie sociale que la société doit mettre en permanence dans ce système hybride pour que ce système hybride reste dans l'état dans lequel on le souhaite. Si on arrête d'injecter de l'énergie sociale dans ces systèmes hybrides, ils vont retourner, soit ils vont disparaître, soit ils vont retourner à l'état de nature. Alors juste pour répondre à votre question, les artefacts, ce sont tous les éléments qui sont autour de nous là. Ce sont les chaises, les tables, les ordinateurs, les murs du bâtiment. Ce sont toutes des choses qui sont extraites de la nature, mais qui sont maintenues dans un état donné en fonction des choix qui sont faits par la société. Et là c'est pareil, ces artefacts, si on arrête d'y injecter de l'énergie sociale, ils vont retourner progressivement en état de nature. Regardez les châteaux forts qu'on a dans les Vosges, c'est des artefacts. Ces châteaux ont fonctionné pendant une bonne partie du Moyen-Âge et puis ont été abandonnés. Et là, ils sont en train, progressivement, sauf s'ils sont entretenus par des associations qui vont les reconstruire, etc. Mais sinon, ils vont retourner progressivement à l'état de nature. Voilà. Donc, cette petite parenthèse, on ne va pas rentrer dans le détail pour les autres choses. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a en fait 3 compartiments. On a le compartiment purement social, on a le compartiment purement nature, et on a le compartiment qui est entre les deux. Eh bien, la sociologie de l'environnement, selon les personnes, selon les chercheurs, on peut s'intéresser à cette question de l'environnement en restant dans le côté purement social, c'est-à-dire qu'on va travailler ici sur les rapports sociaux autour de la question de la nature, on va travailler sur les représentations de la nature chez différents acteurs, on va travailler sur, j'en sais rien moi, toute une série sur les rapports de pouvoir, oui, les rapports de pouvoir, la structuration sociale, etc. etc. Et là-dedans, on peut appliquer les méthodes, les théories de la sociologie classique, simplement. La thématique, c'est l'environnement, c'est pas le travail, c'est pas le pouvoir politique, etc. Ou alors, on peut s'intéresser à ça, et on peut regarder qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de la société, est aussi provoqué par ce qui se passe ici au niveau du dynamique naturelle. Et donc là, c'est un autre champ. Et on va utiliser d'autres méthodes que celles où on reste purement sur la question des représentations des choses comme ça. Et puis on peut aussi, certains sociologues qui s'intéressent principalement à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'évolution de la société provoque dans la nature et vice-versa. Donc, c'est juste pour vous rendre attentif au fait qu'on peut faire la sociologie de l'environnement sur différents champs, sur différentes thématiques. Moi je me retrouve plutôt quelque part là-dedans, parce que faire de la sociologie de l'environnement en ne partant que de purs fonctionnements intrasociétaux, ça me semble insuffisant. Et donc moi j'essaye d'intégrer dans ma réflexion sociologique aussi une partie de la dynamique de la nature, parce que je suis convaincu que cette dynamique de la nature, elle a des incidences, y compris sur ce qui se passe ici. Et je ne peux pas l'évacuer. Et c'est très compliqué parce que la théorie sociologique, elle a été construite dans un cadre purement social. Et donc c'est très très compliqué, et les différentes tentatives qui ont été faites sont assez difficiles. Hein. Je ne rentre pas dans les tonnes. Il y a eu des tentatives d'intégrer davantage la nature dans la théorie pure sociologique, mais c'est compliqué parce qu'on n'est pas armé intellectuellement pour ça, parce que nous avons cette séparation nature-culture. Voilà. Donc sachez juste, hein, vous allez trouver de la sociologie de l'environnement qui reste dans ce champ-là, et puis il y en a d'autres qui essayent comme Bruno Latour par exemple, qui essayent de prendre en compte ces éléments-là aussi. J'ai une question. Oui. Est-ce que les sociologues travaillent parfois avec des éthologues?
Alors, il y a des programmes interdisciplinaires qui ont été montés depuis les années 80, un peu 1980, et qui ont donné lieu à des évaluations après, et c'est très compliqué. Alors, parce qu'on est dans des logiques disciplinaires et c'est très difficile d'en sortir. Alors, des premières rencontres entre notamment les écologues, donc ceux qui travaillent purement sur la nature, et les sociologues qui travaillaient purement sur la société, c'était assez intéressant parce que les uns accusaient les autres de n'avoir rien compris. Hein. Il faut savoir aussi que la science, elle est aussi soumise à la hiérarchie sociale. Il y a des disciplines qui sont plus importantes que d'autres, et donc là-dedans, il y a des rivalités, hein, si on veut, même si elles ne sont pas forcément conscientes ou exprimées, mais elles existent. Et donc, les travaux interdisciplinaires, ça a fonctionné plus ou moins bien. Quelquefois, ça a débouché sur des systèmes vraiment intégrés. Oui. C'est quoi les éthologues? Les éthologues sont des personnes qui essaient d'étudier le comportement des êtres vivants. Alors, des animaux, principalement. Je ne sais pas si Konrad Lorenz, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'était un des premiers éthologues. Et donc, ils essaient de comprendre le comportement des individus animaux, si on veut, dans leur environnement. Alors, on peut aussi faire l'éthologie humaine, hein, on peut aussi s'intéresser au comportement des humains. Et donc, alors, il y a des tentatives, hein, comme l'écologie humaine, d'articuler un petit peu ces éléments d'éthologie et de sociologie. Et donc, des programmes interdisciplinaires, mais qui ont plus ou moins bien fonctionné. Soit c'est resté juxtaposition de discipline, chacun travaille sur son truc, mais on essaie de travailler sur un même terrain. Soit, quelquefois, ça a débouché sur des choses un peu plus intégrées, notamment les systèmes multi-agents, des choses comme ça. Mais ça existe, mais c'est assez rare. Voilà, alors on va progressivement arriver à notre sujet. Alors 2 mots, c'est des choses que vous avez déjà entendues certainement, donc je vais passer assez vite. Sur la société humaine. Donc je vais très vite et c'est pas complet, mais je sélectionne des choses qui me paraissent importantes par rapport à ce qu'on va voir par la suite. Donc société, c'est un ensemble organisé, d'individus, de groupements d'individus, en constante interaction, ça c'est des choses que vous savez. Et ces individus, ces groupements d'individus, eh bien, dans notre société occidentale complexe, ils remplissent des fonctions. Sinon, ça ne marche pas. Et ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, les fonctions ne sont pas aussi distinctes que dans notre société. Pour que notre société marche à peu près, il faut qu'il y ait des gens qui se spécialisent. Dans la production de nourriture, dans la production d'artefacts, dans la production de connaissances, dans la transmission de connaissances, dans la santé, dans toute une série de choses. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça en tête? C'est parce que ces spécialisations, à travers ces fonctions, génèrent aussi des discours et des façons de penser qui sont spécifiques. Et ce qui fait que, dans notre société, vous allez avoir des individus qui vont fonctionner les uns à côté des autres et qui vont avoir des manières de travailler sur le monde, de travailler sur le réel, qui ne sont pas les mêmes et qui peuvent générer des incompréhensions mutuelles. Et qui peuvent générer aussi ce qu'on appelle des filières, c'est-à-dire des manières très spécialisées de travailler sur un sujet. Et un bel exemple, c'est la gestion de l'eau. L'eau, c'est quelque chose dont on a besoin en permanence. Vous buvez de l'eau au quotidien. L'eau est présente partout, hein, dans notre corps, dans notre quotidien. Et l'eau, dans la nature, c'est quelque chose qui fonctionne selon un cycle. Hein. Vous avez de l'eau atmosphérique, vous avez de l'eau souterraine, vous avez de l'eau de surface, vous avez de l'eau partout. Eh bien, du fait de cette spécialisation dans des fonctions, pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui en partie, pendant très longtemps, notre société a traité l'eau selon des filières très très juxtaposées les unes à côté des autres. Donc il y avait ceux qui s'occupaient de l'eau comme eau potable, donc qui pompaient l'eau dans la nature pour nous la servir dans les robinets, dans les conduites. Il y a ceux qui s'occupaient de l'eau en tant que gestion des stations d'épuration. Il y a ceux qui s'occupaient de l'eau comme activité de loisir, etc., etc. Et la conséquence de ça, c'est que on va appliquer sur un même élément qui est présent partout et qui circule en permanence, des logiques très très sectorisées et qui peuvent être contradictoires les unes par rapport aux autres. Donc juste à ayez en tête que notre société, c'est un ensemble de spécialisations qui se juxtaposent et qui coopèrent plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Ensuite, je vais aller assez vite là-dessus, parce que je pense que ça, c'est des choses que vous avez bien en tête. Hein. Nous sommes tous porteurs de croyances, et ce n'est pas qu'une question de religion. C'est des croyances sur un certain nombre de choses qui nous entourent et que nous intériorisons hein, et qui nous semblent, on va dire, vraisemblables ou importantes. Voilà. Croyances. Un exemple que je donne souvent, j'en ai pas dans ma poche là, mais si je sortais un petit morceau de papier sur lequel il y a marqué 10 €.
pour nous, ce morceau de papier, parce que nous y croyons collectivement, il a une valeur. Je peux faire quelque chose avec, je peux acheter un croissant, des trucs comme ça avec ça. Vous donnez ce morceau de papier à un Indonésien au fin fond de la forêt, ce papier n'aura aucune valeur. Parce que dans son système de croyance, ce truc-là n'existe pas. Qu'autrement, on ne consommerait pas. Regardez la place qu'occupe la publicité, alors évidemment dans tous les médias, à la télé, mais aussi sur tout ce que vous regardez, les chaînes, alors moi je ne suis pas à la page, hein, je ne sais pas YouTube, ça doit déjà être complètement dépassé, mais dans tout ce que vous regardez, regardez la place qu'occupe la pub. Et la pub, c'est de vous faire penser qu'il y a des choses qui sont absolument indispensables pour vous, alors qu'au fond, vous n'en avez absolument pas besoin. Et ça entretient pas forcément votre propre bonheur, parce que ça vous rend dépendant de tous ces trucs-là, mais ça entretient le système de production, et qui fait que nous sommes, en fait, concrètement dans notre société aujourd'hui, essentiellement des consommateurs-producteurs. Et très peu des citoyens. Et, autre élément important dans la réflexion de Baudrillard, c'est que la consommation, c'est un ordre systémique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la société. Et donc, ce système, on l'entretient tant qu'on continue à consommer. Même si on consomme bio, même si on consomme écolo, on entretient ce système. Et donc, on entretient, regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on entretient la croissance du système. La plupart des pratiques de consommation qui se voulaient alternatives, aujourd'hui, sont récupérées par le système capitaliste dominant et se réintégrées dans une logique de croissance. Donc ça pose question sur la pertinence de ces modèles-là, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, autre sociologue, Jean-Baptiste Comby, qui a publié un bouquin sur le changement climatique et la dépolitisation d'une notion, qui montre, entre autres, dans sa réflexion, combien il y a aussi une stratification de la consommation, c'est-à-dire une hiérarchisation de la consommation au sein de la société. Vous vous souvenez que la société, elle est inégalitaire, hein, par définition. Et on va avoir des modes de consommation qui sont différents, qui varient évidemment selon les catégories sociales. Et ce qui se passe autour de la question de l'environnement, et c'est ce qu'il montre bien, c'est qu'en fait, on a des choses un peu paradoxales qui se passent. C'est-à-dire qu'on a des catégories, on va dire des catégories moyennes, en gros, moyennes et sup, qui vont avoir un discours très porté sur la question de l'environnement, qui vont avoir un comportement consommateur relativement porté sur la question de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils vont consommer bio, qui vont consommer local, des choses comme ça, mais qui, dans le même temps, vont avoir une empreinte écologique qui va être extrêmement forte du fait de leur mode de vie, parce qu'ils consomment plein de produits, plein d'artefacts, parce qu'ils voyagent beaucoup, etc. Mais c'est ce discours-là qui va devenir la norme et qui va s'imposer, notamment aux catégories qui sont moins aisées, aux catégories plus pauvres, et qui vont stigmatiser ces catégories parce que ces personnes bouffent mal, bouffent du McDo, bouffent des trucs comme ça, dans le langage dominant, normatif. Alors que dans la réalité, l'empreinte écologique de ces catégories moins aisées est probablement moins forte que celle des catégories moyennes dominantes. Donc il y a aussi à prendre en compte, du fait de cette inégalité dans la société, ces éléments. Voilà. Alors ça, vous l'avez déjà vu en partie, on va arriver à la crise écologique. Alors très vite, on imagine ici la société humaine, l'écosystème duquel nous dépendons. Et puis, pour que cette société fonctionne, il faut des entrées, il faut des choses de la matière, d'énergie qui rentre, il faut des choses qui sortent. Et ce qui sort, c'est les déchets, c'est la chaleur. Et l'enjeu de la crise écologique se situe à ces deux niveaux-là. Au niveau des entrées, c'est-à-dire ce que la société utilise comme ressources qui viennent de la nature, et on ne peut pas utiliser plus que ce que la nature produit. Et l'autre enjeu, c'est ce qui se passe au niveau de la sortie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre plus que ce que la nature est capable de digérer, pour le dire très simplement. Et donc la crise écologique, elle tourne principalement autour de ces deux éléments. C'est ici une surprédation, si on veut, qui va faire disparaître certaines espèces, qui va dégrader certains écosystèmes, qui va dégrader les conditions de reproduction de certains écosystèmes, et ici, des sorties qui sont trop importantes et qui vont produire, par exemple, le changement climatique ou ce genre de choses. Je ne vais pas plus loin. Et alors, quelques éléments qui sont liés à cette crise écologique.
J'en ai sélectionné 3 pour faire assez vite. C'est l'énergie changement climatique, donc ça c'est des choses que vous avez déjà vues, donc je passe vite. Simplement montrer, si on prend, ça commence à peu près à 1700 je crois, quelque chose comme ça, si on prend l'évolution de la consommation énergétique totale au niveau de la planète, voilà ce que ça donne comme courbe. Et ce qui est intéressant là-dedans, donc on a une courbe exponentielle à partir du 19-20e siècle, et ce qui est intéressant, c'est que les énergies fossiles, ça représente 80%. Donc on est aujourd'hui dans un discours de développement des énergies renouvelables, ce qui est effectivement en train de se passer en partie, sauf que, pour l'instant, le développement des énergies renouvelables se traduit aussi par un développement des énergies fossiles. Donc on ne remplace pas encore aujourd'hui les énergies fossiles par des énergies renouvelables. On augmente globalement la consommation énergétique, mais y compris le fossile, c'est-à-dire le charbon, le gaz et le pétrole. Donc on n'est pas dans une inversion pour l'instant. Alors tout ça c'est lié au fait, principalement, que une bonne partie de la consommation énergétique des pays occidentaux, pour reprendre ce terme, est délocalisée dans les pays en développement. On a beaucoup condamné la Chine en disant la Chine dégrade l'environnement, produit beaucoup de gaz à effet de serre. C'est juste, sauf qu'une bonne partie de ce que produit la Chine, c'était pour nous. Et donc on a simplement délocalisé à bas prix, mais à fort coût environnemental, une bonne partie de notre consommation vers des pays dits en développement ou les moins avancés, de façon un peu hypocrite. Et donc la conséquence de cette augmentation de la consommation de produits de gaz à effet de serre, ça vous le savez aussi, c'est l'augmentation des températures moyennes du globe, on passe très rapidement là-dessus. Deuxième élément, c'est de la crise, c'est la réduction de la biodiversité, ça vous en avez entendu parler aussi, donc je passe très vite. Juste remarquer que dans la biodiversité, il y en a 2 ordres. Il y a la biodiversité naturelle, qui concerne les espèces sauvages. Là, c'est un graphique qui vient de... Ça, c'est l'équivalent du GIEC pour le climat. Là, on a cet institut qui travaille sur la question de la biodiversité au niveau international. Donc, c'est le regroupement de tous les scientifiques à l'échelle de la planète qui travaillent sur ça. Et ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation de l'extinction des espèces, depuis 1500 jusqu'à 2018. Et on voit assez facilement que le nombre d'espèces qui disparaissent est en train d'augmenter de façon très importante. Ça, c'est pour la biodiversité sauvage. Et on a un deuxième type de biodiversité qui est la biodiversité domestique. Ça, ce sont toutes les variétés de blé, de vaches, de cochons, de pommiers, de tout ce que vous voulez, et qui ont été sélectionnées au fil du temps par l'humanité. Et ce qu'on constate, alors là, ce sont les races d'animaux domestiques, ce qu'on constate, c'est que cette biodiversité, elle régresse aussi très fortement, et ça c'est lié pour beaucoup à la standardisation, à l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire que à partir des milliers de variétés de tout ce qu'on peut avoir comme pommier, comme plant de riz, comme blé, etc., l'industrie agroalimentaire ne va en sélectionner que quelques-uns. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a des variétés qui vont disparaître, alors que, comme on est en plein changement des conditions écologiques, ces variétés pourraient être peut-être bien utiles pour essayer de s'adapter à des changements de conditions climatiques, météo, mais si elles ont disparu, c'est très compliqué. Alors il y a des tentatives de sauvegarde, notamment in vitro, mais sur lesquelles je ne vais pas insister. Troisième élément, de présentation rapide, c'est la consommation matérielle, que j'ai déjà évoqué, en sachant que nous sommes pour l'instant politiquement dans un modèle de croissance infinie, et donc où la consommation matérielle doit croître. Alors ici, elle est mesurée en produit intérieur brut, donc ça vous savez. Alors évidemment, en fonction de la manière dont on présente les graphiques, ça donne des images très différentes, donc il faut se méfier aussi un petit peu des graphiques. Ça c'est un graphique de l'an 0 jusqu'à 2000, et vous voyez l'augmentation du PIB, une augmentation exponentielle. Si on prend une période de temps plus courte, la courbe monte un petit peu moins, elle monte quand même. Mais ça montre qu'on est dans une logique où la croissance du PIB, et derrière, il y a la croissance matérielle, est censée augmenter en permanence, avec cette conséquence, c'est que notre société matériellement ne crée rien. Nous pouvons inventer des tas de choses, mais matériellement, nous ne créons rien. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, ce n'est que déplacer des éléments de la nature vers la société. Mais on ne peut pas créer de matière.
Et ça a des conséquences. Plus la consommation augmente, plus la ponction sur les ressources va augmenter. Et donc aujourd'hui, on en est, d'après Serge Latouche, à une consommation moyenne de 50 à 90 tonnes par an de matière issue de la nature, par personne. Alors que nous pesons 70 kg en moyenne à peu près. Donc on est dans une consommation matérielle très très importante qui a tendance à augmenter. Autre élément extrêmement important, ce sont les inégalités. Alors mondiales et intra-régionales, ça vous avez dû le voir aussi déjà, hein, donc je passe vite. Je ne sais pas si la lecture du graphique est claire, hein, mais simplement ce que ça montre, c'est en fonction de la taille des carrés, vous avez le PIB du pays en question qui est plus ou moins important, et en fonction de la couleur, vous avez un PIB par personne qui est plus ou moins important. Donc ce que ça montre en gros, c'est qu'on a, si on compare l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord par rapport à l'Afrique, on voit que par rapport à la taille réelle, par rapport à la population, on a des inégalités extrêmement importantes. Je ne vais pas plus loin dans le détail. Autre manière de représenter ça, c'est que vous avez, pour faire vite, 1% de la population planétaire qui détient 44% du patrimoine. Et à l'inverse, vous avez 90% de la population qui détient à peine 17% du patrimoine. Et donc ça a des incidences évidemment aussi du côté de l'environnement. On va venir à quelques éléments de réponse. Alors ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est que, compte tenu de ce qu'on vient de dire, c'est que la société est complexe, que la société est marquée par des croyances, par des acteurs qui ont des manières différentes de voir le monde, eh bien ça donne aussi ce phénomène que, par rapport à la crise écologique, qui est une crise globale, hein, qu'on peut considérer comme étant réelle, eh bien, il y a des réponses qui sont différentes, et qui sont politiquement différentes, et qu'il n'y a pas accord sur ces réponses. Donc il n'y a pas une solution unique dans laquelle tout le monde s'engouffre, mais il y a des solutions qui dépendent justement de ces manières de se représenter le monde, de la position des acteurs par rapport à ces questions. Je vous ai mis 3 images pour essayer de plus une quatrième notion. On va préciser un petit peu cela. Donc il y a changer le système, pas le climat. Donc on est dans une revendication politique de changer de modèle de société, donc de sortir du modèle actuel, capitalisme croissance. On a une autre approche qui est de se fonder sur la mobilisation citoyenne pour développer par exemple des énergies renouvelables, mais dans un contexte maîtrisé par les citoyens, l'énergie citoyenne, pas non plus par le capitalisme, mais ici on est dans une logique de reconquête, si on veut, de la maîtrise de la logique économique par les citoyens. Ici on est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein, la carafe d'eau, les fruits bio, on a tout bien, et puis Simone, où est-ce que ton 4x4 gêne à l'entrée? Donc ça c'est en gros des catégories moyennes qui ont des modes de vie contradictoires, enfin, ou qui ont en tout cas des contradictions entre leur discours et leur mode de vie, peut-être en l'absence de conscience d'une certaine façon de ce mode de vie. Et puis un quatrième truc qui est en train d'émerger un petit peu, c'est le survivalisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc ce sont des groupes de personnes qui s'imaginent que la catastrophe écologique va arriver et qui se préparent à ça, hein, et souvent en se retirant dans la nature, en essayant de trouver des modes de vie qui soient complètement autonomes. Alors ce sont des idéologies qui sont assez un peu variées, mais assez particulières. J'en dirai un petit mot à la fin. Et donc les questions qui mobilisent les acteurs de l'écologie, hein, et sur lesquelles on va revenir un petit peu, c'est quelles sont les causes de la crise écologique, quels changements sont nécessaires dans notre société, et puis quels acteurs sont capables de produire ces changements. Et par rapport à ça, en s'appuyant sur un travail qui a été fait par 2 sociologues allemands, qui s'appellent Frank Adler et Ulrich Schneider, qui ont recensé un petit peu les différentes manières d'appréhender cette question de la crise écologique et d'élaborer des réponses, on peut dégager 3 approches principales. Et qui s'appuient alors à la fois sur des écrits, sur des réflexions qui ont été faites, mais aussi sur des pratiques sociales. Et donc on a 3 approches principales que je vais vous présenter
assez rapidement. Il y en a une première qui demande une transformation fondamentale du système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire du capitalisme financier qu'on connaît aujourd'hui, et qui vont viser un changement des systèmes de valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde notre société, qu'est-ce qui est important dans notre société. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le vivre ensemble? Est-ce que c'est la solidarité, etc. Donc, on a un groupe de personnes qui travaillent qui réfléchissent autour de ça. On a une deuxième approche qui se base sur la modernisation du système actuel, et qui est celle qui est dominante aujourd'hui, on y reviendra, et qui va plutôt s'appuyer sur la technique. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question le modèle capitaliste ici, dans ce deuxième, mais on va chercher à transformer ce système, à moderniser ce système capitaliste pour qu'il devienne compatible avec les enjeux écologiques. Dans la même logique de ce qu'on a pensé faire autour des questions sociales, entre le 19e siècle et maintenant, où on a mis en place des systèmes de sécurité, des filets de sécurité pour les personnes, et ça permet au capitalisme de continuer à fonctionner. Ici, on s'imagine qu'avec les techniques, on va permettre d'intégrer aussi ces questions environnementales. Et puis, on a une troisième approche, donc ça a été mis en évidence par ces deux auteurs, et qui consiste à une transformation par étapes à partir du système actuel, sans forcément viser à rompre d'emblée avec le modèle capitaliste, mais le transformer en s'appuyant principalement sur les institutions, c'est-à-dire sur les relations, en gros, entre l'État et les citoyens, pour faire vite. Les systèmes de contrôle, de régulation. Alors, juste détailler un petit peu quelques éléments. Donc la première approche, transformation fondamentale du système capitaliste aujourd'hui, l'idée c'est que dans cette approche, la crise écologique que nous connaissons, qui est d'ailleurs doublée d'une crise sociale, elle est liée au modèle de nos sociétés capitalistes modernes. Et donc, pour répondre à la crise, il faut modifier radicalement ce système. Donc ça, ce sont des discours que vous allez retrouver, par exemple, si vous prenez les partis politiques, vous avez un parti, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de la décroissance. Il y a un parti politique autour de la décroissance qui porte ce discours-là. C'est des choses que vous allez retrouver dans des pratiques sociales. Je ne sais pas, la notion de glaneur, ça vous dit quelque chose? De glaneur. Donc, ce sont des personnes qui se mettent volontairement en dehors de ce système de consommation. Et les glaneurs sont des personnes qui vont récupérer les sous-produits qui ne sont pas vendus, par exemple par les supermarchés, qui vont aller faire les poubelles des supermarchés pour récupérer des packs de yaourt entiers qui sont juste, dont la date de consommation est dépassée, mais qui sont encore comestibles. Alors, soit ils les utilisent pour la consommation personnelle, soit ils les prennent pour aller les distribuer à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, des logiques où on sort du système de consommation marchand pour essayer de vivre autrement, à l'écart de ce système. Vous avez aussi, qui se rapproche de ça, les CEL, donc les systèmes, ça y est, j'ai oublié l'acronyme, CEL, système d'échange locaux, voilà, où, là encore, on essaie de sortir du système marchand, où vous avez des personnes qui se mettent ensemble, en réseau, et qui vont faire du troc, plutôt que de vendre des choses. Donc on échange, je ne sais pas, la capacité à réparer un frigo avec 3 kilos de carottes, etc. Donc on essaye de sortir du système marchand pour montrer que ce qui est important dans la vie sociale, ce sont les échanges, mais des échanges qui ne sont pas purement des échanges marchands, mais des échanges sociaux, de solidarité, d'entraide, etc. Et donc vous avez, on est bien là sur des valeurs, sur ce qui fonde fondamentalement la société. Vous avez des expérimentations qui existent un peu partout, dans les villes, à la campagne, autour des habitats participatifs, par exemple. C'est des choses qui se rapprochent aussi de ça. C'est-à-dire où on met en commun un certain nombre de choses et on sort de cette logique marchande permanente qui imprime plein de choses sur notre système. Alors, quelques approches qui sont caractéristiques de cette logique-là. Ça, c'est une personne que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui s'appelle Vandana Shiva. C'est une indienne d'Inde et qui est représentative d'un de ces courants de remise en question fondamentale du système,
dans une démarche qu'on appelle de subsistance et d'écoféminisme, où la logique, ici, c'est une critique radicale du système actuel, qui est un système capitaliste, mondialisé, reposant sur le patriarcat, c'est-à-dire la prépondérance des hommes. Les hommes qui, alors hommes au sens des mâles, qui sont dans cette approche-là, dans une logique de concurrence, de prédation, de domination. Et ce système capitaliste, c'est un système qui exploite de façon colonialiste à la fois la nature, les femmes et les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement. Il y a toute une réflexion autour de l'écoféminisme qui montre que le capitalisme fonctionne parce que, d'une part, il exploite la nature. Donc, ça veut dire qu'il y a des groupes humains qui s'approprient la nature et qui vont ensuite marchandiser cette nature. C'est comme ça que naît le profit. Mais, dans l'écoféminisme, cette réflexion s'étend aussi au travail des femmes. Donc on considère ici que le capitalisme fonctionne parce qu'il y a toute une partie de l'économie qui n'est pas intégrée dans le calcul du coût, et c'est notamment le travail des femmes, qui n'est pas rémunéré et qui permet aux hommes de s'enrichir très vite sur ce travail des femmes. Et donc, oui. J'ai une question, parce qu'on sait qu'il y a certaines sociétés qui sont plutôt matriarcales, Alors, dans très peu. lesquelles les femmes viennent un peu de la société. Est-ce que ces sociétés-là, du coup, portent davantage d'importance à la préservation de l'environnement? Alors, c'est jamais aussi simple, mais alors on ne sait pas ce qui détermine ça, parce que ce qu'on voit, c'est que ces sociétés sont souvent des petites sociétés. Et le rapport à la nature et au fonctionnement des écosystèmes dans les petites sociétés, il est très différent de la nôtre, et c'est peut-être ça qui est déterminant plus que le côté matriarcal ou pardon. C'est une question complexe, hein, mais ce qui est sûr, c'est que ces petites sociétés dites traditionnelles, si elles surexploitent leur environnement, elles le payent cash tout de suite. Alors que nous, on peut surexploiter notre environnement ici, pendant très longtemps, et on ne s'en rend pas compte parce qu'on tire nos ressources de l'ensemble de la planète. C'est ça la grosse différence. Est-ce que vous avez des exemples justement de sociétés matriarcales? Alors en tête, là, comme ça, non, je ne suis pas un ethnologue, donc il faut demander aux ethnologues, mais il y en a quelques-unes par Il y en a en Asie. Oui, il y en a en Asie, oui, mais je ne connais pas dans le détail. Il y en a une société qui sont quelques dizaines de milliers, effectivement. Oui, c'est très petit. Il y a certaines tribus d'Océanie aussi, les Arabèches, les Mousgomors, qui sont parfaitement égalitaires en femmes. Et une société, les Chamboulis, de Margaret Mead, dans lesquelles les femmes ont l'exact contraire des fonctions des mâles, c'est-à-dire qu'elles sont dynamiques, entreprenantes sur elles, alors que les hommes sont très peu sur d'eux, très sensibles, etc. On dit que c'est l'exact contraire par rapport à nous. Donc, mais est-ce que finalement cette réponse à proposer, elle n'est pas vouée de toute façon à l'échec, parce que dans les pays, alors je vais dire n'importe quoi, mais dans la Chine, le Brésil, de toute façon le capitalisme là se développe en fait. Et donc finalement, est-ce que finalement c'est bien beau, mais en fait en Chine ça se développe, donc nous on peut peut-être renoncer à ça, mais en plus voilà, il faut aussi qu'on renonce nous à nos dépendances vis-à-vis de ces pays-là. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est très difficile, mais c'est très très difficile. Parce que justement, on est un système hyper complexe, il y a une dilution des responsabilités, donc qu'est-ce qui est capable de faire changer le système? S'il n'y avait qu'un seul responsable qui s'appelle Donald Trump, c'est facile, on le vire ou on l'enferme et puis c'est réglé. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc c'est extrêmement difficile. Et la difficulté de ces approches, il y en a d'autres que je vais citer rapidement, la difficulté de ces approches, c'est qu'elles sont probablement assez justes dans la critique, mais elles sont compliquées à mettre en œuvre à grande échelle parce que justement, elles mettent en question le système de valeurs qui font notre société. Et ça, il n'y a rien de plus compliqué à changer. Je peux négocier mes intérêts très facilement. C'est-à-dire, je peux accepter de gagner un peu moins, en contrepartie, j'ai un peu plus de temps, ça c'est facile. Mais négocier mon système de valeurs, ça c'est très compliqué, je ne le fais pas. Moi, je considère que je suis écolo, je ne vais pas devenir anti-écolo demain, je ne peux pas. Ou alors, il faut une grosse crise ou un temps très long. Donc, c'est compliqué. Le plus compliqué, c'est de changer le système de valeurs. Et pourtant, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ça a déjà changé. La société capitaliste, elle existe depuis quelques siècles. Avant, elle n'existait pas, donc on avait d'autres régimes. Donc, il y a des choses. Ça peut changer. Mais comment? Alors,
On a, à travers toutes ces expérimentations qui sont menées par Vandana Shiva ou par d'autres, y compris ici en France, on a plein d'expérimentations qui existent, mais qui pour l'instant restent à des échelles qui sont très petites et qui sont peu pratiquées par les personnes qui ont le maximum de marge de manœuvre, celles qui sont capables de changer le modèle. Comment on fait pour passer de ces expérimentations locales qui ont déjà existé dans les années 60, le retour au Larzac et qui se sont complètement plantés, et comment on fait pour passer de ces expérimentations locales à quelque chose qui va avoir suffisamment de force pour embarquer toute la société. Oui, il faut surtout que les gens qui ont le pouvoir soient d'accord avec ça. Justement, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change, puisqu'ils sont en position de domination. Voilà. C'est toute la difficulté. C'est vraiment... Moi, tel que vous présentez, j'ai l'impression que cette solution-là, elle est presque impossible à réaliser, en fait. Dans l'immédiat, les 15e. Voilà. Oui, on est d'accord. C'est très compliqué. Et donc, juste pour terminer, recentrer le système économique sur les besoins essentiels, c'est-à-dire sortir du système marchand tout ce qui n'est pas nécessaire. Et le reste, ça se passe autrement. Et Vandana Shiva, elle est surtout connue pour s'être battue contre les multinationales pesticides, Monsanto et autres en Inde, qui ont complètement déstructuré le système paysan indien. On a aussi une autre approche là-dedans, alors qui est notamment portée en France par Jacques Ellul, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Donc c'est un penseur, alors qui était théologien, juriste, un peu sociologue, qui est notamment connu pour avoir critiqué le système technique. Donc il a publié trois bouquins, La technique au enjeu du siècle, Le système technicien et Le bluff technologique. Et donc Jacques Ellul est le représentant de ce courant de pensée, dans lequel, si on lit un peu ce qu'a écrit Durkheim dans la préface de Suicide, il dit un peu la même chose, qui critique ce système technique qui finalement se développe de façon autonome au sein de la société, qui fonctionne selon sa propre logique, c'est-à-dire de faire ce qui est techniquement impossible de faire, sans réfléchir aux finalités, c'est-à-dire est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile à la société, et qui finalement génère des comportements globalement insatisfaits parce qu'on nous abreuve de techniques, mais on ne nous fait pas réfléchir à ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là. Mais on va en permanence nous mettre sous le nez de nouveaux modèles de smartphones, d'ordinateurs, de machins, et quand on a acheté le premier, ils l'ont déjà dépassé parce que le deuxième est sorti. Et donc tout ça, ça crée ce que Pascal appelait l'homme diverti, et que Jacques Ellul a repris d'ailleurs, c'est-à-dire ça nous met dans une situation d'insatisfaction permanente. Parce qu'on est toujours à la recherche du truc le plus nouveau, le plus extra, etc. Et que tout ça, ça génère finalement pas d'insatisfaction. Et donc Ellul a développé cette critique. C'est un des penseurs qui inspire beaucoup en France les critiques du modèle capitaliste dominant. Et puis on a une autre approche qui rejoint un petit peu celle-là par partie, c'est tout le courant de la décroissance, où on est dans une volonté très affirmée de critiquer le modèle de croissance, en disant que la croissance elle nous mène dans le mur parce qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est tout simplement pas possible, et que c'est pas demain la veille qu'on ira s'installer sur Mars et sur Jupiter ou je sais pas où pour aller continuer nos méfaits. Et donc il faut bien se dire que nous vivons sur une Terre qui présente une certaine finitude, même si on a pu la dépasser techniquement par moment, et qu'il faut qu'on adapte, il faut qu'on ait un système socio-économique qui prenne en compte cette finitude-là, et c'est ça une des solutions. Oui. Et justement, cette troisième idée, elle se rapproche de la première, parce que c'est un changement de valeur. Oui, aussi. Oui. On s'est adapté à la croissance, on s'est adapté au progrès, entre guillemets. Mais justement, il doit totalement changer les valeurs pour passer à la décroissance. Oui. Absolument, c'est le même première approche, critique fondamentale. Oui, oui. Et donc la décroissance a été utilisée, ça a été inventé, je pense, par Serge Latouche, qui est un économiste très peu orthodoxe, et qui a publié plein de bouquins. Si ça vous intéresse la décroissance, vous tapez Serge Latouche, vous trouverez une ribambelle de bouquins sur le sujet. Et ce mot a été inventé pour justement, il appelait ça un mot obus, comme une bombe qu'on envoie dans le système, pour interpeller sur cette idéologie de la croissance. Parce que souvent, dans la pratique sociale, et ça je le vis, j'ai aussi une casquette associative militante, je le vis dans mes interactions avec
les élus avec lesquels je discute de temps en temps, quand on remet en question cette logique de la croissance, on est traité d'idéologue. On nous taxe d'idéologue. Mais vous êtes des idéologues, vous êtes dogmatiques, voilà, vous affirmez des choses qui heurtent. Et ce que je réponds systématiquement, mais la croissance est aussi une idéologie. C'est-à-dire aucun système vivant ne fonctionne dans une croissance infinie. Tout système vivant croît au début de son apparition sur la scène, et il arrête de croître à un moment donné, il est aussi intégré dans cette logique. Et donc c'est ce que disent les gens de la décroissance en disant la solution, elle ne sera pas dans la technique, elle ne sera pas dans plus de croissance, elle sera dans une réduction de la croissance, surtout compte tenu des quantités de matière que nous consommons. Si tous les habitants de la planète devaient consommer autant de matière que ce que nous faisons en tant qu'Européens, la planète ne tiendrait pas le choc. Donc ce que disent les partisans de la décroissance, c'est que nous devons, nous, réduire fortement notre consommation matérielle. Vous avez dans les discours, c'était Bush à l'époque, George Bush, le président américain, dire le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. Donc c'est quelque chose qui est très très difficile. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout au début des inégalités, parce que la question environnementale, la question de la crise écologique, elle ne peut pas se penser sans la question des inégalités. Parce que si on veut répondre à la crise écologique d'une certaine manière, ça ne sera pas en généralisant notre modèle social occidental à l'ensemble de la planète, parce que la planète ne tiendra pas le choc, ça sera en rééquilibrant. Et rééquilibrer, ça ne peut pas dire tout le monde augmente. Ça veut dire qu'il y en a qui augmentent moins de consommation matérielle pour que d'autres puissent en consommer un peu plus. C'est des responsabilités extrêmement importantes à l'échelle de la planète, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Parce que ça heurte notre système de valeurs. Nous avons été éduqués dans une logique de croissance. Tout ce que nous apprenons depuis que nous sommes petits dans notre société occidentale tourne autour de demain sera plus grand, sera plus fort, sera plus beau, sera mieux qu'aujourd'hui. Tout. Et donc c'est un problème fondamentalement culturel. Mais renverser ça, ça veut dire que les leviers qui maîtrisent et qui diffusent la culture acceptent de diffuser ce message-là, et ça c'est pas pour demain. Oui. Est-ce que le concept de croissance, il existait autant avant le capitalisme? Non. Et ce n'est pas quelque chose qui est complètement partagé. Vous avez des sociétés, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés traditionnelles, qui n'ont jamais été dans une logique de croissance. Et qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc la croissance, c'est pour ça que je dis que c'est une idéologie. Ce n'est pas quelque chose qui est absolument impossible à imaginer autrement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est issu d'une société donnée à un moment donné de son histoire. Mais c'est pas quelque chose d'universel. Il y a des sociétés qui fonctionnent sans croissance. Et même les économistes, même certains économistes, moi je ne suis pas économiste, hein, ont développé l'idée d'une, je ne sais plus comment ça s'appelait, une société, c'est pas stagnation, c'était, je sais plus. Stagnation séculaire. Oui, c'est ça. Ou non, c'était pas ça, je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, on réfléchit au fait que la société peut vivre dans une certaine forme de stabilité, et qu'elle n'a pas besoin absolument de croître. La croissance, elle est liée à l'oligarchie capitaliste aujourd'hui. On avait, dans l'Union soviétique, on avait le productivisme, c'était pas capitalisme, mais c'était aussi du productivisme. Hein. Mais dans la course par rapport au capitalisme. Mais cette croissance aujourd'hui, elle est liée à ce modèle capitaliste et à l'oligarchie qui ne peut continuer à s'enrichir que pour autant qu'il y ait de la croissance. Oui. Peut-être expliquer ce que c'est l'oligarchie. Oui. Alors, si vous voulez, il y a un bouquin d'un journaliste qui s'appelle Hervé Kempf qui est assez intéressant, qui s'appelle L'oligarchie, ça suffit. Vive la démocratie. Oligarchie, vous connaissez le terme oligo-élément peut-être? Dans notre corps? Non. Donc, je ne suis pas spécialiste du grec, mais oligo, ça veut dire petit, petite quantité. Les oligo-éléments, c'est des éléments dont on a besoin dans notre corps, mais en très petite quantité. Et donc, l'archie, c'est le pouvoir. Oligarchie, c'est le pouvoir qui est détenu par une petite proportion de personnes. C'est pas une dictature, dictateur c'est un mec, ou une nana, souvent les mecs. Hein. Dictateur c'est un mec qui détient le pouvoir tout seul. L'oligarchie c'est quelques personnes qui détiennent le pouvoir. Et donc on est dans un modèle, et Hervé Kempf dans son bouquin L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie, dit on nous dit qu'on est en démocratie parce que
le contraire de la démocratie, c'est la dictature. Alors, on n'est pas en dictature. Mais quand même, je dis, on n'est pas non plus complètement en démocratie, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on est automatiquement en dictature, mais nous sommes dans un système oligarchique. Et quand vous prenez, et ça a été fait par plein d'auteurs, quand vous prenez quelques personnes du système dominant, et vous regardez où ils sont présents, dans les conseils d'administration des grandes entreprises, des multinationales, après ils sont présents dans les grands ministères, dans les cabinets, etc., vous avez quelques personnes, à l'échelle de la France, qui sont présents dans plein d'instances, qui, elles, sont capables d'orienter l'évolution de notre société. Et vous reproduisez ça à l'échelle mondiale, vous avez quelques personnes, c'est les quelques millions de personnes qui détiennent 50% du patrimoine, c'est ça l'oligarchie. Et c'est elles qui ont les capacités à orienter le fonctionnement de nos sociétés. Oui. Une société qui est composée de beaucoup d'individus, elle est forcément oligarque à un moment? Oui. C'est inéluctable. Oui, parce que c'est une des difficultés de notre société, parce que nous sommes très nombreux. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer la moitié d'entre vous, mais nous sommes très nombreux. Et donc forcément, on ne peut pas se permettre, comme le font les sociétés traditionnelles qui sont très petites en nombre, à palabrer pendant 3 heures pour savoir s'il faut déplacer la case à tel endroit ou tel autre. Parce que nous sommes très nombreux, donc il y a plein d'enjeux qui se jouent en permanence. Et donc on passe nécessairement par une forme de délégation du pouvoir. Donc c'est pour ça que je disais que notre société était intrinsèquement inégalitaire, du fait de cette complexité. Alors on peut rajouter encore une couche dans la complexité, c'est que on sait, du point de vue du fonctionnement des systèmes, que la croissance d'un système génère de la différenciation, c'est-à-dire de la hiérarchie. Et donc plus la société va croître, contrairement à ce que raconte le discours dominant, plus la société va croître, plus elle va être inégalitaire, intrinsèquement. Et donc, si on veut revenir vers une forme d'égalité, mais on ne sera jamais une société égalitaire, ça veut dire qu'il faut sortir de la logique de croissance, parce que la croissance génère de l'inégalité, elle ne génère pas de l'égalité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Tous les effets ruissellement, etc., ça ne marche pas dans un système tel que le nôtre. Mais, alors bien sûr, on sera toujours dans un modèle de type oligarchique, mais on peut tendre vers davantage d'implication des citoyens, à condition de les former pour ça, et de les considérer comme des citoyens et pas comme des consommateurs. C'est tout l'enjeu. On peut augmenter la participation citoyenne aux décisions collectives, on peut le faire, mais ça suppose des États forts. Ça suppose des États qui sont capables, alors élus, je ne sais pas, des États qui soient capables de tenir le choc par rapport au système technico-scientifico-économique qu'on appelle aujourd'hui les multinationales. Et ça, c'est pas trop le cas aujourd'hui. Sauf certains cas exceptionnels. C'est ça l'enjeu. Oui. Est-ce qu'on a des études quantitatives, statistiques, sur le pourcentage de la population qui serait, qui serait sensible à la décroissance? C'est-à-dire qui serait prêt, effectivement, à accepter, on va dire, une diminution de son niveau de vie pour l'enjeu économique? Alors, je n'ai pas de statistiques en tête, mais je sais qu'il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des personnes qui sont, plus qu'on croit, qui sont prêtes à le faire. Alors, selon le contexte, alors, on a la question du dilemme d'Olson, enfin, ou du passager clandestin, c'est les gens qui disent pourquoi moi je le ferais tant que les autres continuent à faire comme avant, ça ne marchera pas. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire. Alors ça m'amène, je n'ai pas de réponse statistique, mais il y a autre chose qui me paraît intéressant, c'est quand on regarde toutes les initiatives qui existent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, en tout cas une partie de l'économie sociale et solidaire. Ça vous parle, l'économie sociale et solidaire? Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine syndical, etc., on a beaucoup de personnes qui sont plus orientées vers une logique de coopération et de solidarité que vers une logique de concurrence et d'élimination. Il y en a beaucoup. Sauf que l'image que les médias, et intéressez-vous de savoir à qui appartiennent les grands médias, l'image que les médias renvoient de la société, ce n'est pas celle-là. Les médias renvoient l'image d'une société qui est marquée par les dominants. Et les dominants ne sont pas dans cette logique-là. Et le discours qu'on entend, qu'on matraque en permanence, c'est celui de la croissance, de la compétition. Ce n'est pas celui, d'abord, de la coopération, de la solidarité à petite échelle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a probablement une force sociale qui est très importante autour de ces thématiques-là, plus ou moins, autour de l'économie sociale et solidaire, des choses comme ça. On a une force sociale qui est très importante, mais qui n'existe pas en tant que telle, et qui n'est pas consciente d'elle-même.
C'est-à-dire qu'on a d'un côté les écolos, on a de l'autre côté l'économie sociale et solidaire, on a de l'autre côté encore les syndicats, on a de l'autre côté encore je ne sais pas quoi, et tout ça, ça ne fonctionne pas ensemble. Et au sommet de la pyramide sociale, là, on a une conscience de classe très prononcée. Et ça, vous prenez il y a deux sociologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est Pinson et Pinson-Charlot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah non, on en a parlé. Vous en avez parlé, et qui montrent bien cette conscience de classe au sommet de la société. Et cette conscience de classe, on peut même penser qu'elle a été volontairement déstructurée à l'autre bout de la hiérarchie, à travers justement la déconstruction de l'éducation populaire, par exemple, à travers l'atomisation de la société, en déstructurant les corps intermédiaires et en faisant une société d'individus qui sont soumis à des injonctions en permanence autour de la pub, de consommer. Et donc ce qui s'est passé en gros au cours du XXe siècle, c'est de transformer les citoyens en consommateurs. Et c'est ça le discours que nous recevons en permanence, c'est que nous sommes des consommateurs. D'ailleurs, pour sauver la planète, vous devez faire quoi? Vous devez consommer. Vous ne devez pas aller manifester dans la rue, vous devez consommer. Et consommer en tant qu'acte individuel, soumis à des injonctions multiples extrêmement puissantes, de la part de groupes qui sont extrêmement puissants. Et individuellement, vous ne pouvez pas résister. Et donc, mais il existe des collectifs. Il existe des tas d'initiatives collectives citoyennes, mais qui sont peu visibles, parce que les médias dominants n'ont pas intérêt à les rendre visibles. Alors, je ne fais pas du complotisme, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros, c'est comme ça qu'ils ressort. Alors, j'avance juste encore un peu, juste pour vous montrer qu'autour de la croissance, il y a plein de penseurs, là, il y en a 50 qui sont cités. Donc la décroissance, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, ce n'est pas une lubie de quelques hurluberlus, c'est une réflexion qui est très poussée par des tas d'auteurs qui ont réfléchi à ça. Vous pouvez prendre Illich, vous avez Georges Rogen, Ellul et d'autres. Et donc il y a une vraie pensée autour de ça. Mais pour que cette pensée se traduise en pratique sociale, c'est effectivement très très compliqué parce que les dominants n'ont pas intérêt à ça. Les dominants ont intérêt à faire ça. Pardon, juste, la question c'était sur l'économie planifiée, là, juste avant. Là, oui. Qu'est-ce qu'il entend sur la ça? Alors, je reviens juste. Ah, vous avez lu, je croyais que vous... Ah oui. Si en plus maintenant on commence à lire mes diapos, moi je m'en sors plus. Alors, pour mettre en place cette décroissance en fait. Oui, oui. Alors ça c'est... Alors, ce que j'ai pas dit, parce que j'ai pas le temps, la décroissance, vous avez 26 000 courants qui se bouffent le nez les uns les autres, même s'ils sont tous d'accord sur l'essentiel, mais ils arrivent quand même à se bouffer le nez. Norbert, non c'est pas Norbert, si, a montré que plus un système, non c'est Simmel, dans le conflit, plus un ensemble social devient petit, plus il s'entre-déchire, bon, parce qu'ils ne se supportent pas entre eux, de moins en moins, bref. Donc, il y a beaucoup de courants de la décroissance, mais vous avez un autre courant qui est assez proche de la décroissance, mais qui n'est pas complètement, c'est ce qu'on appelle l'écosocialisme, et c'est lui qui pense à une économie planifiée. Donc l'écosocialisme, c'est une réflexion qui est plutôt partie d'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est, qui ont vécu l'Union soviétique, avec une économie justement planifiée, mais aussi l'absence de démocratie dans ce système. Et l'écosocialisme cherche à réconcilier la pensée d'une économie collectivement planifiée, c'est-à-dire décider collectivement ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, en intégrant la donne écologique. C'est assez intéressant. Il y a un moment, alors je ne suis pas un fan absolu de Mélenchon, mais le programme de discours qu'a tenu Mélenchon il y a quelques années était assez proche du discours écosocialiste. Donc c'est une planification mais à petite échelle planification collective pour décider est-ce qu'on a besoin d'éoliennes, est-ce qu'on n'a pas besoin d'éoliennes, est-ce qu'on a besoin de telle technique, est-ce qu'on n'a pas besoin de telle technique. Et on le met en œuvre localement. C'est ça l'idée. Donc Michael Leville, il a écrit un bouquin qui s'appelle certainement l'écosocialisme, qui est assez intéressant. Justement, cette économie planifiée doit être décidée et elle doit être mise en place par l'État, mais elle doit être forcée, entre guillemets, sur les citoyens, ou c'est une idée qui doit être partagée de tous pour qu'elle soit... C'est une autre caractéristique de ces réflexions, c'est qu'on descend d'un cran au niveau complexité. C'est-à-dire qu'on revient à des échelles... Alors encore, pour l'instant, c'est un peu de l'utopie, quoique, il y a des choses qui commencent à se passer, mais l'idée c'est on redescend à des choses qui sont maîtrisables. Et donc ça renvoie aussi à la question de l'autonomie des territoires qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Et donc c'est de redescendre à des échelles où on peut imaginer des territoires qui soient relativement autonomes. Alors ça n'est jamais complètement autonome, on a toujours besoin d'autre chose, mais les échanges sont faits pour ça, ils ont existé tout le temps depuis qu'existe l'humanité. Mais redescendre à des échelles maîtrisables, ça veut aussi dire redescendre des besoins. Parce qu'évidemment,
si on prend l'exemple des éoliennes, fabriquer une éolienne pour alimenter, je ne sais pas moi, un village de 50 habitants, on peut le faire artisanalement, il n'y a pas de problème. Fabriquer des éoliennes comme vous en avez dans le paysage aujourd'hui avec des mâts qui font 50 mètres de haut, des pales qui vont monter à 150 mètres, vous ne pouvez pas le faire artisanalement, ça c'est de la grosse industrie. Et donc, cette réflexion-là, elle est aussi en lien avec le type de besoin qu'on a. Et ne pas avoir besoin de 50 éoliennes de grand format, ça veut dire réduire les besoins. Et c'est pour ça que la décroissance s'inscrit là-dedans. Ce système ne peut pas marcher avec une croissance et une consommation matérielle telle qu'on les a aujourd'hui. C'est impossible. Et donc on arrive au deuxième modèle qui a été synthétisé par Schneider et Adler. C'est le modèle de modernisation, c'est le deuxième, et qui est vraiment le contrepoint, et les deux sont en critique permanente l'un avec l'autre. C'est vraiment le contrepoint de ce que je viens de dire là, à l'instant, et il considère, dans ce modèle-là, on considère que ce qui est critiqué dans l'autre, c'est justement les outils pour aller vers une transition écologique. C'est-à-dire qu'on a besoin de la croissance pour générer de l'argent, on a besoin de l'innovation pour imaginer des techniques nouvelles, on a besoin de la mondialisation pour diffuser rapidement ces techniques, etc., etc. On a besoin de la concurrence pour stimuler l'innovation, etc., etc. Et donc ça, ce modèle-là, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est largement dominant dans le système. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance verte, ou la transition écologique, ou le développement durable. Tout ça, c'est à peu près, à peu de choses près, la même chose. Et ici, l'idée dominante, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, mais l'idée dominante, c'est que on va changer ce qu'on appelle le métabolisme industriel, c'est-à-dire la manière dont la société va puiser les ressources dans l'environnement. On va changer ça, et on va résoudre des problèmes qui sont liés à la crise écologique. Et ça passe principalement par ce qu'on appelle la décarbonation de l'économie, c'est-à-dire qu'on va substituer aux énergies fossiles dont on sait qu'elles sont responsables d'une part du changement climatique, d'autre part de l'empoisonnement des systèmes à travers des produits de synthèse qui sont fabriqués, pesticides qui sont fabriqués à partir de pétrole, et on va miser sur des ressources qui sont compatibles avec le fonctionnement des écosystèmes, pour faire très vite. Ça veut dire les énergies renouvelables, l'hydraulique, la géothermie, l'éolien, le solaire, parce que ça fonctionne sur des systèmes existants qu'on perturbe peu, voilà. Ou alors sur la chimie verte, plutôt que la chimie du pétrole. Oui. Ces énergies renouvelables ne sont pas du tout assez efficaces, entre guillemets. Là, on est dépendant à 80%, comme ce que vous avez dit, des énergies fossiles. Mais cette transition écologique, ou la modernisation écologique, justement, par exemple avec les barrages, etc., c'est très compliqué parce qu'on a toujours ce besoin d'énergie. Et sans ces énergies fossiles, pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Ou alors, il faudrait développer des millions et des millions de milliards dans ces industries. Oui, c'est exactement le problème, et c'est la critique des autres par rapport à ça. Mais ici, ce modèle-là, il se développe, pourquoi ? Parce qu'il ne remet pas en question ni la hiérarchie sociale, ce sont les mêmes. Alors, il y a quelques entreprises qui vont avoir un peu de mal. Celles qui sont sur le pétrole sont en train de réinvestir d'ailleurs dans d'autres choses, mais il y a certains acteurs qui vont disparaître de la scène. Mais globalement, l'oligarchie dominante va rester en place avec ce système-là, et on ne remet pas en question le modèle dominant de la croissance de la consommation. Donc ça change peu. On change juste les porteurs d'énergie en gros et les porteurs de matière.